La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Bienvenue à tous, bienvenue sur le parquet de la radio Off, sur le moment de la quotidienne NBA avec Oncle Phil Basket. On fait le point sur l'actualité de la NBA, on analyse les toutes dernières informations et bien entendu on partage ça ensemble. On va commencer ce talk show en allant du côté d'Orlando. Voilà, on va aller du côté d'Orlando pour faire le point sur les meilleurs free agents disponibles pour cette fin de saison du côté de Toronto. Ensuite, on ira du côté des Wizards pour prendre des nouvelles d'un joueur qui s'appelle David Davis-Bertans, qui lui a décidé de ne pas reprendre la saison. C'est officiel de son côté. Déjà, voilà une officialisation d'un joueur qui ne sera pas à Orlando pour la reprise de la saison. Les Knicks de New York qui continuent à chercher un hit coach et qui ont un entretien avec Mike Brown. Ce sera dans cette quotidienne. Le président du Magic d'Orlando qui rassure sur les conditions sanitaires qu'il y aura du côté de Orlando. Pour lui, tout va bien se passer. On fera le point dessus et on terminera avec cette nouvelle. Je pense qu'on va plutôt commencer avec cette nouvelle. C'est une info qui m'attriste un petit peu. La bague de champion de Kobe Bryant offerte à son père qui a donc été mise aux enchères. Donc voilà un peu pour le programme de cette quotidienne avec Oncle Phil Basket. Restez bien connectés. On enchaîne avec la suite du talk show. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez, on enchaîne avec cette info concernant la bague de champion de Kobe Bryant offerte à son père qui a donc été mise aux enchères. On rappelle donc cette info. On rappelle que cette bague que Kobe Bryant a achetée pour son père lors du titre de 2000 est mise aux enchères. Celle de sa mère a été récemment vendue pour $206 000. En 2000, Kobe Bryant avait donc remporté le premier de ses 5 titres NBA. Pour l'occasion et parce qu'il n'était pas encore en froid avec ses parents, il avait acheté 2 bagues de champion supplémentaires pour son père et sa mère. Des bagues identiques à celles offertes aux joueurs des Lakers. Celle de sa mère, de Kobe Bryant, Pamela, a été vendue en mai dernier pour la coquette somme de $206 000. C'est donc autour de ce prix que celle de son père, Joe Bryant, pourrait partir aux enchères, annonce Golden Auctions. L'organisme qui s'occupe de cette vente s'attend à voir le bijou partir autour de $250 000. Il reste 26 jours d'enchères. Pour l'instant, la bague s'arrache à $40 000. Alors, analyse, je vous donne mon sentiment à chaud. Véritablement, je suis déçu, très très déçu de cette nouvelle. Pourquoi ? Parce que cette bague a une valeur symbolique. Moi, je m'exprime en tant que fan. Donc, si vous faites partie de ceux qui sont contre mon avis, vous avez le droit. D'ailleurs, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux et me dire ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça triste de voir cette bague offerte à son père et à sa mère vendue aux enchères. Probablement que ses parents ont besoin d'argent. Bon, ils auraient pu s'en prendre autrement parce qu'avec le décès de Kobe Bryant, les éléments qui le concernent valent véritablement de l'or et je pense que c'est plus considéré comme des symboles. En tout cas, c'est comme ça que je les perçois. Je ne sais pas ce que vous en pensez sur les réseaux sociaux, notamment sur WhatsApp. Vous pouvez réagir, nous indiquer est-ce que ça vous attriste de voir que la bague de champion, la bague de champion, la bague de champion de Kobe Bryant a donc été vendue aux enchères. On rappelle que la bague de sa mère avait déjà été
vendue et que celle de son père est actuellement aux enchères. La valeur qui tourne autour de cette bague est autour de 40 000, mais ils espèrent dépasser les 250 000 $ pour la vente de cette bague de Kobe Bryant. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que c'est quelque chose qui vous attriste ou alors est-ce que vous n'êtes pas particulièrement touché par cette décision de vente au niveau de cette bague? On va enchaîner les amis, on va enchaîner avec la suite de l'émission. Je parlais en début de talk show de ce joueur, c'est du côté des Wizards de Washington, Davis Bertans, qui a choisi de ne pas reprendre la saison. On rappelle donc que les chances de Washington de décrocher la 8e place à l'Est n'étaient déjà pas très élevées et elles deviennent infimes. En accord avec ses dirigeants, Davis Bertans a décidé de faire une croix sur la reprise de la saison. Il ne jouera donc pas à Orlando les 8 derniers matchs de la saison régulière. En revanche, il participera aux entraînements tandis que ses dirigeants ont la possibilité de signer un joueur supplémentaire pour le remplacer. Selon ESPN, c'est par mesure de précaution en prévision de la Free Agency que le Letton a choisi de ne pas prendre de risques et c'est le signe que sa prolongation de contrat sera la priorité des dirigeants. L'ancien ailier fort fuyant des Spurs est tout simplement devenu l'un des meilleurs shooters à 3 points de la NBA et le nouveau GM est impatient de l'associer à John Wall et Bradley Beal. Tommy Shepard, c'est comme ça qu'il s'appelle, a déclaré dans les médias « Il n'y a jamais eu le moindre doute dans mon esprit sur le fait que nous voulions le garder, mais plus vous dites que vous voulez garder quelqu'un, plus les équipes ne veulent pas vous croire et continuent d'appeler. Nous sommes tous deux d'accord pour dire que la situation a été excellente pour nous comme pour lui et quand quelqu'un me dit que c'est là qu'il veut être, je le prends au pied à la lettre. » Donc Davis Bertans avait déjà annoncé son intention de rester aux Wizards de Washington. Davis Bertans touchait 7 millions de dollars en doublant ses stats. Il peut espérer en faire de même avec son salaire. Donc voilà pour la décision officielle de Davis Bertans, joueur des Wizards de Washington, le shooter des Wizards de Washington qui décide de ne pas reprendre la saison. Que pensez-vous de ce choix? Les Wizards n'ont plus rien à gagner cette saison, mais d'autres veulent jouer. Davis Bertans, lui, décide de ne pas jouer. Il a le droit. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que tous les joueurs devraient reprendre ou alors que des joueurs comme Davis Bertans qui estiment ne pas jouer pourraient donc s'abstenir de jouer comme c'est le cas pour Bertans. Donc dites-moi comment vous réagissez sur les réseaux sociaux. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Oyez, fan des Sixers de Philadelphie, si vous êtes partie si vous êtes fan des Sixers, notre cher Camerounais Joel Embiid ou alors de Tobias Harris ou alors de Ben Simmons, ou si vous êtes un simple fan de cette équipe sur le plan global, on va entendre Tobias Harris qui s'exprime sur le retour de la NBA et ensuite on va enchaîner avec la suite de l'émission. On écoute Tobias Harris qui s'exprime sur le retour de la NBA, son retour au tournoi, son retour à la NBA. Oh, no problem. Thank you. I'm happy to be here. Well, first things first, I know you've been quarantined for a while, but the NBA recently put out that 100-page safety plan, so how many pages have you read of it? I would say I probably skimmed through about 8 pages of it. But it too big of a document for me to continue to read on, that's for sure. You could certainly do what I did, which is just wait for social media to react. And my favorite is social media reacting to the snitch line. What do you think, Tobias, about the fact that people could just snitch on each other potentially for gamesmanship? You know what? I thought that was one of the funniest things about it, is them having this hotline for that. And I said, that's going to be pretty funny because
whoever's out there ratting on somebody else is definitely going to have a bad reputation for sure. You know, we're just a couple of days away, as you know, Tobias, from players being able to sort of opt out and decide whether they want to actually go down there and play in this bubble. And we're seeing some infighting happening right now between some very vocal players who feel like, based on the state of the country, the return of the NBA would be a perfect use of the platform. And then players like Kyrie Irving and Avery Bradley who are very much against it. Where do you sort of fall in this idea that it's too much of a distraction and it's not necessary right now based on what's happening? You know, first off, Kyrie and Avery, those are two really good friends of mine. I've known them for forever now, and their viewpoints are their viewpoints. That I cannot say that I disagree with their viewpoints, because everything that they're like voicing their opinion on is how they feel. So I have a respect for where they're coming at, their ability to be vocal about it and kind of express how they're feeling in today's world and just the state of the game. For myself, you know, I've been able to always use my platform in different areas of life to be able to impact change. And as a collective group, as NBA players, if we decide that we're going to go and play in Orlando and my team is focused and ready to go, then I'm with my team and I'm with my guys to be ready to hoop. At the same time, we had a call, and we were talking as a team, as a group, and said we also need to use this time to really generate our platform to be able to continue the momentum of getting our voices out and letting our people be heard in the best way possible. So I think for us and our team, we're going to use this time in Orlando to really continue to push the message and to be vocal leaders that we are. Alors je ne coupe pas complètement l'entretien. Vous avez entendu Tobias Harris qui s'exprime sur les prises de position de Kyrie Irving et de Dwight Howard. Il a bien précisé que ce sont ses amis. Ils ont le droit d'exprimer leur position, de dire ce qu'ils pensent, et ce qu'ils pensent vient véritablement de leur cœur. Mais pour ce qu'il en est de son avis, il pense que pour ce qui est de son avis, il pense que c'est surtout une décision collective au niveau des joueurs qui doivent être prises, et au niveau de l'officialisation de la décision de groupe des joueurs. Il s'agit donc officiellement du redémarrage de la saison. Les joueurs qui ont donc accepté de reprendre la saison, et il a hâte de rejoindre ses coéquipiers et de retrouver les parquets pour la reprise de la saison. On continue d'écouter Tobias Harris. This current movement to be vocal. You wrote a piece on the Players Tribune. You titled, "Y'all hear us, but you ain't listening." And, you know, everyone should take the time to read Tobias's words on the Players Tribune. But what was the biggest message that you wanted people to listen to? Really, it's just wanting people to understand my story. That's my life, my story, how I came up, and how, for me personally, it took a lot of self-identification to understand that my way of life and my way of living was different than someone else's. And probably the most vital message I really wanted to get across was that as human beings, we have to take the time to listen and take the time to care. And I use the analogy of actually really putting yourself in someone else's shoes. And for myself in my own life, until I was truly able to do that and walk in somebody else's shoes, see the conditions that others are living, and get out of my own type of bubble that I was in, no pun intended there, but I really had to take that time to really self-evaluate and continue to grow my own self. And that's really what my piece was about, my story, and how I was able to really focus and shift gears on creating a change. It's interesting because... Voilà une déclaration de Tobias Harris concernant ses prises de position sur l'actualité sociétale aux États-Unis avec le racisme et la mort de George Floyd, où on lui a posé la question de savoir quel était véritablement le message qu'il voulait faire passer lors de sa prise de parole dans le média de Players Tribune. Et Tobias Harris qui s'était exprimé en précisant globalement qu'il a raconté son expérience personnelle, et il insiste sur le fait que la communauté noire a de la difficulté à se faire entendre, et qu'il faut véritablement entendre
le discours de cette communauté afin d'avancer. Donc globalement, c'est un petit peu ça. On enchaîne avec la suite des déclarations de Tobias Harris. C'est dans le média ESPN. Si vous souhaitez revoir cette déclaration, vous pouvez accéder à la vidéo d'ESPN pour suivre cette déclaration de Tobias Harris. On continue à l'écouter, on enchaîne. We're sort of experiencing, for many people, an awakening, if you will, right? I hear that term being thrown around a lot. Like, finally people are getting it, and they're sort of, George Floyd was sort of the tipping point, and he was the eye-opener. And I know that you said in that article that Trayvon Martin was yours. How so? Why did it resonate with you? What happened to him? Because at that time when I was in Orlando, people were out protesting. And for me, it wasn't that I didn't want to go out and protest, but it just didn't strike me as something that was on the forefront for whatever reason. And to this day, I don't really know why. Maybe I thought if I go out there and protest, people may want to take pictures or whatnot. I don't even know. But it was until I really started understand, man, Trayvon Martin could have been my younger brother. Trayvon Martin could have been my cousin. Trayvon Martin could have been my father. And to understand that at that time, I didn't get that. And as time continued to progress and I continued to educate myself and learn and truly put myself in those positions of being able to care. Cette partie, vous avez compris, il évoque bien entendu le passé avec la mort de Trayvon Martin et on enchaîne. It's time to evaluate how can I personally do my part. And I think everybody has to look at themselves and say, how can I do my part? And it could be as simple as just listening to somebody. You and your teammate participated in protests in the week following the murder of George Floyd. What was that experience like for you? It was a great experience. One that, for me personally, I'll never forget. And being a young player in Orlando and knowing about Trayvon Martin and not going, it was like my opportunity of when I truly called Matisse. I said, hey, look, I'm going to this protest and this march. If you want to join me, this is where I'll be. And he was right then and there. He said, hey, I'll be there. And I thought it was a good moment because I truly wish I had somebody to pull me along during that time with Trayvon Martin. I wanted to do the same with Matisse and have him there and understand what truly was going on. But it was dans cette partie, vous l'aurez compris, il parle de son expérience lorsqu'il a rejoint les foules de protestation du côté de Philadelphie lorsqu'il fallait protester contre cette mort de George Floyd, et il rappelle donc que c'était une expérience incroyable pour lui, qu'il était très content d'avoir participé à cette manifestation. Donc vous le comprenez, avec Tobias Harris, on enchaîne. It was a march that it signified unity, and it signified people coming together and allowing others to know that, hey, I'm here for you. Hey, I understand you. I may not go through the exact same things you go through, but your pain is my pain. And being able to be a part of that was truly amazing. You mentioned calling up Matisse Thybulle to join you in the march. You've also been watching him be the next TikTok star. He may have a future after basketball. We also know he's a good photographer. We also have seen Ben Simmons bulking up a bit. Joel Embiid getting his license. I don't know. You think he's a good driver? Well, I'm going to state this out here, but when I heard Joel Embiid got his license, it was very surprising to me because he's given me a ride home before, and now I was like sitting back saying, hold on, Joel, you didn't have You've been driving. So I was just like, I thought about it, was like, it was one time after one of the playoff games, he gave me a ride home, and now I'm like, you just now got a license, so what don't I know? Please explain to me. He was on that driver's permit, By the time you'll resume play, you will have had 4 months of a layoff. I mean, how do you think that will affect sort of the hierarchy? Donc on enchaîne avec la déclaration de Tobias Harris. Je pense que vous allez un petit peu rigoler, vous l'avez dû le comprendre. Tobias Harris, il évoquait notamment les prises de
de parole, enfin on va pas appeler ça prise de parole, mais lorsque ses coéquipiers se sont exprimés sur les réseaux sociaux, il a parlé de Matisse Taiboul, qui notamment s'amusait lors du confinement, où il montrait comment il s'amusait chez lui en interne. Je crois que vous avez vu ces vidéos un petit peu amusantes de Matisse Taiboul, où on le voyait traîner derrière lui une sorte d'aspirateur sous forme de chien, donc il s'amusait un petit peu avec ça. Il trouvait ça très marrant. Et il a parlé de Joel Embiid, le Camerounais, le pivot, le Camerounais, qui a donc annoncé il y a encore quelques jours qu'il a donc obtenu son permis de conduire après 9 ans passés aux États-Unis. Il a enfin son permis de conduire. Et Tobias Harris, qui était surpris, il était très surpris de savoir que le Camerounais Joel Embiid avait donc son permis de conduire, puisque par le passé, ils ont dû déjà avoir une expérience assez amusante avec Joel Embiid au volant. Et il en rigolait en disant j'étais surpris de savoir qu'il a donc eu enfin son permis de conduire. Donc voilà un peu comment il enchaînait Tobias Harris. On est sur la fin de ces déclarations et puis on va enchaîner avec l'émission. Yeah, I think it will definitely have an impact on the guys, on teams, and I think bigger than anything would be the mental aspect of the Orlando to have an impact. But it's been some time off, and I'm hoping and praying everybody is going to be healthy throughout this time. How do you think the NBA can continue to use its platform to create more change when it comes to social reform and the current movement, and not distracting away from what's happening right now in the country? Yeah, well, if you just look around pretty much all the leagues, the NBA is probably in my opinion, the most proactive league in terms of allowing players to speak, allowing them to have a voice, allowing them to use their platform. So there's no doubt in my mind that the NBA is going to allow us to continue to push this message. I think the next step is, how do we create the real change? I think definitely some sort of campaign to have people get out and vote. Something definitely involving in police brutality, that there can be a halt to that. Education for our youth. We have to use our platform, we have to use our league, we have to use our game, a way to inspire and impact everybody around the world. So the message continues to be driven out to everybody around the world when they're seeing us play basketball. And so we're more than just basketball players at the end of the day. I hope it's Voilà, on est arrivé à la fin de cette prise de parole de Tobias Harris, et sur ce dernier point, il évoquait donc le fait que la NBA est la ligue la plus proactive en termes de diffusion des messages des joueurs, et il est très heureux d'en faire partie. Donc voilà, d'en faire partie, et dit que la NBA continuera à évoluer dans ce sens. Donc voilà pour les déclarations de Tobias Harris. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on enchaîne avec la suite de l'émission après avoir écouté Tobias Harris. Vous avez un petit peu entendu, vous avez capté un petit peu, compris son état d'esprit. Tobias Harris qui est pressé de rejouer. Tobias Harris qui marque véritablement sa distanciation d'opinion, c'est comme ça qu'on va appeler ça, avec Kyrie Irving et Dwight Howard. Même s'il est resté poli, il a dit voilà, clairement ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent, c'est ce qu'ils pensent, mais moi je pense qu'on doit suivre les directives du collectif des joueurs de la NBA et rejouer. Voilà, on sera sur le parquet, on a envie de rejouer et profiter de la plateforme pour faire passer le message, pour continuer à faire avancer la société, puisqu'il a dit que la NBA reste la meilleure plateforme pour permettre aux joueurs de s'exprimer. Il a véritablement félicité les efforts de la NBA pour faire passer le message des joueurs. On va aller du côté des Knicks de New York. Les Knicks de New York qui débutent leur entretien avec
Mike Brown. Vous vous souvenez de Mike Brown, ex-coach des Cavs de Cleveland. Mike Brown qui a roulé sa bosse un petit peu partout. Je crois que dernièrement, il était du côté des Warriors en tant qu'assistant coach. C'est le média SNY.TV qui rappelle que c'est cette semaine que les Knicks débutent les entretiens pour trouver leur nouvel entraîneur. De Athletic annonce que le premier à passer cet oral n'est autre que Mike Brown, assistant de Steve Kerr aux Warriors de Golden State et ancien coach des Cavs et des Warriors. Un coach expérimenté, plutôt axé sur la défense et qui vient d'accepter d'entraîner l'équipe nationale du Nigeria. Sauf invité surprise, ils sont 9 autres techniciens, 9 autres coachs sur la liste de Leon Rose, le nouveau président des Knicks. Et Mike Miller en fait partie. Remplaçant de David Fizdale sur le banc des Knicks, il n'était qu'intérimaire, mais comme il a apprécié des joueurs, la nouvelle direction n'exclut pas de le conserver. Les 8 autres coachs à passer un entretien sont les 2 favoris Tom Thibodeau, Kenny Atkinson, l'ancien coach des Knicks Mike Woodson et une flopée d'assistants avec Chris Fleming, ancien coach qui travaille du côté des Bulls, Ime Udoka du côté des Sixers, Pat Delany du côté du Magic, Will Hardy du côté des Spurs, Jamal Mosley du côté des Mavericks. Certains pourraient passer l'entretien pour un poste de premier assistant. On pense à Chris Fleming qui a déjà travaillé avec Kenny Atkinson et qui occupe ce poste à Chicago aux côtés de Jim Boylan. Si les Knicks ne trouvent pas leur bonheur dans cette longue liste, le média SNY.TV avance que les pistes qui mènent à Becky Hammon et Jason Kidd pourraient être activées. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez. Du côté technique de New York, on est toujours un petit peu en attente de quelles sont les décisions de cette équipe. On s'attend toujours à ce que les Knicks prennent la mauvaise décision. En tout cas, ils ont le chic pour ne pas prendre les bonnes décisions depuis plusieurs années. C'est une équipe assez difficile à cerner. Donc si on devait miser sur un head coach pour rejoindre cet effectif des Knicks, ce sera compliqué. Moi, j'ai tendance à penser que Tom Thibodeau serait véritablement le meilleur atout pour cette équipe des Knicks de New York. Mais Mike Brown reste aussi un cas intéressant à utiliser, pourquoi pas. Quoique, quel que soit le coach qui sera à la tête des Knicks, ce ne sera pas demain que cette équipe sera une équipe qui sera destinée à compétir pour les playoffs. En tout cas, sauf surprise, l'équipe des Knicks n'a pas encore mis en place les joueurs qui nous feront changer d'avis sur leur état d'esprit, sur leurs objectifs et sur ce qu'ils pourront réaliser sur le futur. Quoi qu'il en soit, on va continuer d'observer comment ils avancent. Moi, j'ai bien envie qu'ils sélectionnent Tom Thibodeau comme head coach. Mais bon, rien n'est garanti. Pourquoi pas Mike Brown. Mais moi, je persiste en signant que les Knicks vont clairement nous surprendre. Ils ne vont pas prendre la direction de celui qui sera le plus célèbre sur le plan des stats. Ils sont assez bizarres, les Knicks. Bon, bref, ne jetons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Laissons les Knicks décider du choix de leur head coach. On reparlera de ce choix lors de nos prochaines éditions sur cette quotidienne avec Oncle Phil Basket. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. On enchaîne les amis, on enchaîne avec la suite de l'émission. Allons du côté du Magic d'Orlando pour partager cette information. C'est le président du Magic qui rassure que les conditions sanitaires à Orlando sont OK, on va dire ça comme ça pour être plus poli, alors que la situation n'est pas maîtrisée en Floride et que le nombre de contaminations au Covid-19 continue d'augmenter. Les regards se tournent vers la NBA et la MLS qui projettent de disputer leur fin de saison à Orlando. Président du Magic, Alex Martins, a de son côté tenté de transmettre un message rassurant tant envers les joueurs que la population locale, rappelant au passage que la NBA avait travaillé main dans la main avec les meilleurs experts du pays pour constituer son plan de reprise. Nous avions un certain nombre de principes lors des discussions sur le redémarrage, la manière dont nous allions le faire, et le principe directeur essentiel pour nous. Pour l'ensemble de la Ligue,
pour l'ensemble de la Ligue a été... Et le principe directeur essentiel pour nous, pour l'ensemble de la Ligue, a été la santé et la sécurité de nos joueurs, entraîneurs et staff qui seront sur le campus de Disney. Nous avons consulté certains des meilleurs experts médicaux du pays, des épidémiologistes de l'Université de Columbia et de Johns Hopkins, et d'autres, dont un ancien ministre de la Santé. Donc on rappelle que Alex Martins a poursuivi en confirmant que l'espoir de la NBA avec la phase de test et la quatorzaine que devra observer l'ensemble des acteurs était de se rapprocher au maximum du risque zéro. Il a rappelé: beaucoup de temps et d'efforts ont été consacrés au protocole de sécurité. Nous sommes convaincus que les protocoles mis en place permettront de garder tout le monde confiné sur le campus de Disney et entre eux et de n'exposer que très peu, voire pas du tout, les autres membres de la communauté. En disant cela, je suis convaincu que nous avons mis en place un plan de sécurité et que malgré la récente augmentation du nombre de cas en Floride, ce sera un environnement sûr pour tous ceux qui se trouvent à Disney. Enfin, quant aux inquiétudes de la population locale qui voit le virus continuer de se propager, Alex Martin a assuré qu'il n'y aurait aucun impact sur les ressources locales, quelle qu'elle soit. Alors ça, c'est une belle déclaration qui me fait plus penser à une déclaration liée à la promotion de la Floride plutôt qu'à la réalité concernant les chiffres sur l'impact que pourrait avoir le Covid-19 pendant cette reprise. Alors il y a un débat, du côté des meilleurs experts ESPN notamment, qui envisagent pourquoi pas la possibilité que la NBA décide de se déplacer plutôt du côté de New York. Oui, créer une bulle à New York plutôt qu'à Orlando. Plusieurs experts s'accordent pour penser que New York que New York est l'endroit idéal pour reprendre la saison, et ils ont plusieurs arguments assez forts à faire valoir. Pour ce qui est de la Floride, pour ce qui est de Martins, je ne sais pas ce que vous en pensez. Martins, on rappelle que les nombres de contaminés augmentent fortement du côté d'Orlando et que du côté du président du Magic, il précise que la bulle sera sûre. Donc, si du côté de la population vous êtes contaminé, ne vous inquiétez pas. Du côté des joueurs qui seront dans la bulle, il n'y aura aucun souci. Voilà, j'essaye d'être un petit peu ironique. Écoutons les experts qui penchent plutôt du côté de ce débat qui pourrait permettre à la NBA d'aller plutôt du côté de New York. Pourquoi New York plutôt que Orlando? On va écouter par exemple Stephen A. Smith qui donne son avis sur la question. On écoute Stephen A. Smith. Here's the deal. The NBA season is set to resume July 31st in Orlando, Florida. Unfortunate timing. COVID-19 cases continue to mount in the state of Florida at an alarming rate. Players have until this Wednesday, June 24th, to make a decision whether they will play or not. Jay Williams is here with us joining the conversation. Jay, always great to see you, my friend. We'll get to you in just a moment. Thanks, Stephen A., you're up first. Should the NBA reconsider resuming this season in Florida? Unfortunately, my answer would be an emphatic yes. And I want to preface my comments by saying to Jay and Swagoo, let me put it to y'all this way. Start spreading the news. Y'all know that song. You understand what I'm saying? New York. That's where it should be. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York. That's the truth. And here's the reason why. Because no one can doubt the job that Andrew Cuomo has done as governor of the state of New York with this whole COVID-19 pandemic. Now, there's critics that have accused him of grandstanding, being on television entirely too much, even though I would submit to all of y'all his segments with his brother, Chris Cuomo, on CNN have been nothing short of hilarious the too few times that I've caught him. But let's be very clear. New York was the epicenter of the COVID-19 pandemic in the United States of America. They are now in phase 2, starting today, where the city is reopening in terms of flattening the curve, lowering the curve, and getting their bearings under them and moving in a forward direction. New York is what it's all about right now.
because of that man's leadership. There's no way around it, okay? And so when you take that into consideration and you consider the size, I understand density is an issue and what have you, but the size of New York City, the amount of hotels it has available to it, the fact that people have been in the streets but engaging in social distancing, wearing their masks, and not feeling strapped and damn near imprisoned in the process. If you take that into consideration and you compare that to what the governor has done in Florida, where you might have opened up a bit prematurely, you might have been too lax and might not have been as vigilant as some would say you should have been in enforcing some of the safety protocols and measures that would keep your state safe. And now we've got 23 different states that have spiked, and the state of Florida is one of the states that is obviously they haven't had it too good as of late. I would say because of the leadership that you have here, the fact that it is New York, it's Gotham City, I think that would be very appealing to all parties concerned. I think it's something that should be strongly considered if Orlando doesn't work out. Voilà, on a écouté Stephen A. Smith. Stephen A. Smith qui lui prend le parti pour véritablement dire à la NBA de déplacer, de reprendre la saison du côté d'une bulle qui serait donc à New York, compte tenu de l'augmentation du nombre de contaminés au Covid-19 du côté de Orlando. Stephen A. Smith qui précise que New York est véritablement la ville où il faut reprendre la saison NBA. Et il évoque plusieurs raisons. Il évoque le charisme de la ville. On rappelle que New York reste et restera toujours dans l'histoire du basket, du basket mondial, comme la Mecque du basket. New York, vous l'avez entendu quand il a commencé à entonner une petite chanson pour confirmer sa position, et il dit que New York, qui était l'épicentre de la contamination au Covid-19, a une expérience confirmée pour pouvoir gérer cette crise sanitaire au cas où la NBA reprendrait sur son sol. Voilà pour la déclaration de Stephen A. Smith. On va écouter Jay Williams. Je pense bien que c'est lui. There is no way that the NBA could pivot with less than a month. You're talking about a multi-billion-dollar organization. Think about how much money it would take to then drop all plans to do it in Orlando, a multi-two-place facility, a built-in bubble to a degree, to then say, hey, we want to just do it in New York. You have to find a location. You have to find the right facilities as relates to, hotels. There's no way that could happen. Okay, where are you going to have everybody stay at? How are you going to keep everybody in an enclosed environment? I hear what you're saying. I hear what you're saying. On va pas chipoter sur l'échange que vous aurez compris entre Williams et Stephen A. Smith. Williams qui lui précise que ce sera très très compliqué d'envisager un déménagement un déplacement, une reprise de la saison du côté de New York compte tenu de tout ce qui a déjà été engagé en termes financiers par la NBA. Il précise que ce sera très très compliqué pour la NBA de prendre ces décisions, d'aller plutôt du côté de New York compte tenu de tous les engagements qui ont déjà été pris. Je vous laisse encore écouter un petit peu cet échange. Sounds good. It sounds good, but is it realistic? There's no damn way it's realistic. You can't pivot that in a month. Now, I understand, like Reid Hoffman has said, he's the CEO of LinkedIn, that sometimes you have to jump off the cliff and assemble the plane on the way down, but this is too detailed of a plane to assemble after you jumped off the cliff on this one. Now, there are a lot of things that worry me about Orlando. Obviously, Disney allowing employees to go in and out and them not being as frequently as tested as players should be. But I'll tell you this right now. I've talked to a lot of players. I live here in Brooklyn. I don't see players leaving their other locations to come here to Brooklyn or to New York to play in a game. And if I'm a player, I'm leaning towards not playing. I'm sitting there watching, since Saturday there's been 4,049 cases that have happened, regardless of whether you want to tell me testing has increased or, I don't care what the damn reasons are. I have to leave my family for 2.5, 3 months, and I'm supposed to be in a bubble, and now we're going to change locations in the last month? I'm leaning towards not doing this if I'm a player. And if, a lot of players are going to be put in this situation. A lot of players may play because they need the paycheck. But if you're a player in a good situation financially,
I don't know if I want to just deem myself to assimilating the plane on the way down, especially watching how all these case numbers are rising, regardless of whether you tell me it's, testing is going up or, people are just getting, more cases in general. I'm scared. You should be scared if you're a player. I've heard multiple players say that, Stephen A. Voilà, on va arrêter comme ça avec Jay Williams, cet échange avec Jay Williams qui lui est clairement contre cette idée de changer de location et d'aller plutôt du côté d'Orlando. On rappelle que le nombre de contaminés est en train d'augmenter drastiquement du côté d'Orlando et que des craintes se font sentir, se font entendre de ce côté-là. Voilà pourquoi est-ce que le débat est posé. Pourquoi est-ce que le débat est posé? Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que les choses devraient aller du côté d'Orlando ou alors que les choses devraient aller du côté de New York? Est-ce que la NBA doit redémarrer sa saison du côté de New York ou alors du côté d'Orlando? Pour ma part, je pense qu'être plus du côté de Jay. Je pense que les engagements de la NBA sont déjà pris et que ce sera compliqué sur le plan logistique de changer d'avis pour aller du côté de New York. De toutes les façons, que ce soit à New York ou que ce soit du côté d'Orlando, ce sont toujours les mêmes mesures sanitaires qui doivent être prises. Les protocoles de la NBA sont déjà en place et ils devraient faire le taf. Donc voilà un peu pour mon analyse personnelle pour ce qui est de la reprise. On va enchaîner avec cette dernière info sur les meilleurs free agents disponibles pour cette fin de saison du côté d'Orlando. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez, on termine ce talk show avec cette review des meilleurs free agents disponibles pour cette fin de saison. On rappelle que donc ce mardi, donc demain, à partir de 18h, les 22 franchises encore en lice pour le titre bénéficieront d'une semaine pour se renforcer en engageant des free agents en vue de la reprise de l'exercice à Orlando. Et compte tenu du contexte actuel, elles pourront disposer de non pas 15 mais 17 joueurs dans leur rang pour le déplacement en Floride. Une façon de pallier au forfait, blessure ou contamination au Covid-19. Cependant, les joueurs à la recherche d'un contrat doivent respecter certaines conditions pour être éligibles et espérer signer quelque part. Car il faut effectivement qu'ils aient évolué en NBA au cours des 2 dernières années, qu'ils n'aient pas joué à l'étranger dans un effectif pro lors de la saison en cours. Ce qui exclut d'office Greg Monroe et Lance Stephenson qui lui est du côté de la Chine. En revanche, 2 joueurs sont quasi assurés de décrocher leur ticket de fin de saison avec un nouveau CDD. Vous aurez deviné, il y a le français Joachim Noah qui va s'engager du côté des Clippers et Anthony Tolliver qui va s'engager lui du côté des Grizzlies. Une chose est sûre, certains éléments disponibles sont connus de tous et peuvent apporter une aide bienvenue à une équipe dans la bulle, en supposant évidemment qu'ils soient au meilleur de leur forme. On va analyser, ce sera pas le moment de la grosse analyse, ça je le garde pour l'émission longue, ce sera pour le talk show du mardi dans The Big NBA Show où on fera le point sur ces free agents qui pourraient faire bouger les lignes et pourquoi pas nous permettre de savoir qui sera champion NBA cette année. Bien entendu, je vous donne la liste de ces free agents. Nous avons DeMarcus Cousins, nous avons Isaiah Thomas, nous avons J.R. Smith, nous avons Iman Shumpert, nous avons Tyler Johnson, nous avons Allen Crabbe, Jordan Bell, Gerald Green, Trey Burke, Jamal Crawford et Jamal Crawford. Donc voilà un peu pour les meilleurs joueurs, les meilleurs free agents encore disponibles pour cette fin de saison. Donc voilà, je vous entends déjà, je sens déjà les petites idées de renfort là qui commencent à germer dans votre esprit. Je vous redonne la liste. DeMarcus Cousins, Isaiah Thomas, J.R. Smith, Iman Shumpert, Tyler Johnson, Allen Crabbe, Jordan Bell, Gerald Green, Trey Burke, Jamal Crawford. Voilà la liste des meilleurs joueurs actuellement disponibles qui
quel joueur, pour quelle équipe, quel joueur, pour quelle équipe, c'est l'occasion de faire le point. C'est une occasion de faire le point sur les franchises en lice pour le titre et de savoir quel serait le joueur qui pourrait le mieux aller dans leur effectif. On ne le fera pas ce soir, on le fera pour la grosse émission, je vous la réserve pour The Big NBA Show, disponible sur le site internet officiel www.radiooff.net dès mardi soir. Donc voilà pour la fin de ce talk show, mais vous pouvez déjà commencer à avoir vos petites analyses, commencer à me dire quel joueur vous voyez, dans quelle équipe. Vous pouvez déjà réagir sur les réseaux sociaux. Où est-ce que vous voyez des Marcus Cousins, toujours aux Lakers ou alors dans une autre équipe, du côté des Bucks, des Sixers ou ailleurs. Voilà, commencez déjà à réfléchir et vous me dites ce que vous en pensez. On analysera, on partagera bien entendu vos réflexions et on débattra dans de Big NBA Show. Ce sera cette semaine. On n'oublie pas la suite de la chronique donc au fil basket dans le média Blabla Foot, ce média français disponible uniquement sur application digitale, où on enchaînera avec l'épisode 2 de la chronique First Dance des Toronto Raptors, où on enchaînera avec l'épisode 2. On fera notamment le point sur Kawhi Leonard, sur Kawhi Leonard et Kyle Lowry et DeMar DeRozan. Épisode 2 dans Blabla Foot, ce sera donc mercredi à partir de 21h, 22h, heure de Paris. À ne pas manquer, si vous voulez suivre le talk show, ce sera en direct. Vous téléchargez l'application Blabla Foot dans votre téléphone. Mais si vous souhaitez écouter la rediffusion, nous rediffuserons le talk show le lendemain, jeudi, à partir de midi, sur les plateformes Radio Hall of Fame Basket. Ne manquez pas ça. Et bien entendu, on n'oublie pas les quotidiennes qui vont s'enchaîner tout au long de la semaine. Merci d'avoir été connecté. Ciao, bonsoir, c'était Oncle Phil Basket. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.